Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui on continue notre série du mois de novembre sur la durabilité et l'alimentation avec notre troisième invité, le responsable de la restauration et des commerces de l'EPFL, Bruno Rossignol, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours et également les activités que vous faites aujourd'hui pour le compte de l'EPFL, donc voilà, sur le campus de l'EPFL, parce que responsable restauration et commerce certes, mais qu'est-ce que ça englobe et quel est le cœur de votre activité ? Alors retracer tout mon parcours, ça serait peut-être un petit peu long parce que j'ai commencé de mon métier de cuisinier, j'avais 14 ans. J'ai fait une école hôtelière en France, à vrai dire, qui prenait les étudiants très jeunes à l'époque, en 1987, donc ça date un petit peu. Et puis, bon an, mal an, je suis pas resté en France, à vrai dire, je suis vite parti à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de venir travailler la première fois en Suisse, c'était à Neuchâtel, où j'avais passé une annonce sur un journal de l'hôtellerie, c'était assez dingue. Et puis finalement, je voulais faire les JO d'Albertville. Et puis finalement, les JO, vous verrez que je les ai rencontrés beaucoup plus tard. Donc on est en 1992. On est en 1992, après mon apprentissage, à vrai dire. Donc on est en 91, 92. Donc je voyais ça fait quasiment opportunité. 30 ans, voilà. Quasiment 30 ans de métier déjà. Et je voyais une opportunité de partir et puis de me dire, bon, je vais faire un petit stage là-bas, ça va être sympa. Puis je vais partir de Paris, j'avais plus envie de rester sur Paris. Donc, bon an, mal an, je me suis retrouvé à Neuchâtel, dans un hôtel 4 étoiles très sympa. Je fais une saison, j'adore la Suisse, j'adore l'esprit, je rejoins les valeurs des gens et je m'intègre facilement. Je continue à travailler bon an, mal an. Je fais l'ouverture d'un autre grand hôtel qui est sur Fribourg, le Parc Hôtel. Et puis, voilà, je continue mon parcours comme ça pendant des années, étoiles Michelin, hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, le monde de la restauration du grand luxe. Et je travaille dans une vingtaine de pays différents en faisant des allers-retours depuis la Suisse sur d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan, les États-Unis, l'Asie, nombreux pays. Assez intéressant d'ailleurs puisque finalement je rencontre beaucoup de gens, je me fais un joli carnet d'adresses et puis surtout beaucoup de cuisines différentes, de chefs. Finalement je m'apercevais d'une chose, c'est qu'à travailler seulement dans un restaurant, on fait toujours la cuisine d'un chef, mais pas la cuisine de plusieurs chefs. Et je trouvais ça peut-être un peu ennuyant à l'époque et je le trouve toujours ennuyant d'ailleurs. Donc j'ai eu beaucoup d'opportunités et puis toutes ces opportunités m'ont amené jusqu'à enseigner dans différentes écoles hôtelières de Lausanne ou à l'école hôtelière de Lausanne ou à celle de Montreux où je fais beaucoup de rencontres, aussi beaucoup d'expériences encore à l'étranger sur d'autres domaines dont le niveau olympique puisque en 2004 je rencontre Ivan Chouvet donc, qui est le coach national de Suisse triathlon et je pars avec eux faire les JO à Athènes sans savoir où est-ce que j'allais en l'espace d'une semaine. Je trouve un domaine du sport très peu alimenté comme il faut. Je suis assez étonné. On est au début des années 2000 là, à cette époque. On est en 2004. Ça a beaucoup changé. Depuis. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. C'est clair qu'il y a une grande évolution depuis. Moi, j'ai continué à travailler avec eux et encore aujourd'hui, je reviens de Tokyo. On a moissonné quelques belles médailles, une d'or, deux d'argent, deux de bronze, 4 diplômes olympiques. Puis, bon an, mal an, depuis 2004, je travaille avec eux et je suis encore dans mes cuisines avec eux. L'école hôtelière de Lausanne, ça s'est arrêté en 2010, 2011. 2011, j'ai rencontré un groupe de restauration qui s'appelait SV Group, qui s'appelle toujours SV Group, qui a 100 ans d'histoire, qui me dit nous on a un challenge, on veut revoir complètement tout ce qui se mange dans nos cuisines en Suisse romande et puis on aimerait créer justement l'opportunité à nos clients sur un des pôles de la restauration frais, sain, local et durable, ce qui va être finalement les futurs piliers de notre stratégie 2030 ici à l'EPFL. En fait, c'est à cette époque-là, au début des années 2010, que vous rencontrez le monde de la restauration collective. Je rencontre le monde de la restauration collective qui n'a pas une très belle image finalement, que quand on l'entend... Pas toujours aujourd'hui encore, ça évolue, mais aujourd'hui encore dans l'esprit commun, la restauration collective, ça n'a pas forcément l'image comme vous avez décrit avant, des hôtels 4 étoiles. Et finalement, c'est celle qui nourrit le plus de monde en Suisse. Elle fait plus de 500 millions de repas à l'année. Donc c'est assez bluffant de comprendre et de voir que cette restauration finalement, elle est la plus compliquée. Vous allez dans un restaurant lambda, que ce soit étoilé Michelin, pizzeria, brasserie, ils suivent les saisons, ils ont à peu près toujours les mêmes plats, etc. Parce que ils ont un type de clientèle. Un restaurant de collectivité, il voit toujours les mêmes clients. Finalement, lui, il est obligé de se renouveler constamment parce qu'il voit toujours les mêmes clients. Donc s'il est ennuyant à table, il sera ennuyant tous les jours et il va pas vivre longtemps. Et c'est une des restaurations que je trouve très intéressante parce que elle doit être tout le temps en train de se renouveler, en train de se mettre en avant, en train de faire des actions, des promotions et puis d'évoluer aussi surtout sur tout ce qui est service, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Vous commencez à travailler avec SV Group et c'est là que ça vous amène petit à petit à prendre ce poste à l'EPFL, quoi. Alors, avant d'arriver à l'EPFL, je monte ce projet, on met 7 ans, on met frais sain local durable en place, je passe sur les détails, et puis je me retrouve 2 ans au HUG, où j'ai l'opportunité de pouvoir voir les cuisines d'un grand hôpital universitaire. HUG, on rappelle, c'est les hôpitaux universitaires de Genève. Absolument. Et puis, généralement, on ne va pas à l'hôpital pour bien manger. Et puis... Ce qui est un peu antinomique, parce que c'est quand même des gens qui ont besoin d'avoir justement des bons nutriments pour se remettre soit d'une opération, soit d'une maladie. Donc, absolument, mais... C'est un peu genre, on n'a pas l'habitude de bien manger à l'hôpital, mais si vous mangez
j'ai pas bien à l'hôpital. Alors j'en dis pas du mal, hein. C'est juste que c'est vrai que dans l'esprit C'est hallucinant la phrase, quoi. C'est des gens qui ont justement besoin d'avoir une nourriture de bonne qualité, d'équilibrée, parce que quand on est limite quand on est à la maison, c'est pas très grave parce qu'on est en bonne santé. Mais enfin, vous voyez un peu le. Ouais, c'est l'image qu'on donne, à vrai dire. Elle est pas toujours juste parce que il y a beaucoup de gens dans les cuisines qui travaillent très dur pour pouvoir satisfaire la patientèle. Et c'est clair que des fois, automatiquement, il y a des régimes alimentaires qui sont pas toujours acceptés par les patients, mais qui doivent être donnés. Et puis, c'est pour ça qu'on a toujours l'idée de dire, ouais, ok, j'ai été à l'hôpital, j'ai pas toujours bien mangé. Oui, mais c'est parce qu'il y avait derrière un diagnostic qui a fait que vous deviez manger comme ça. Bref, je passe 2 ans chez eux, je ferme une cuisine, je ferme 4 cuisines, j'en ouvre une, à vrai dire, avec 17 bâtiments, avec une grosse logistique derrière, avec cette nouvelle cuisine, super intéressant. Et puis, j'arrive à l'EPFL. Avec cette mission et ces plus de 30 ans de bagages, de revoir et de réformer tout ce qui se mange finalement ici dans les assiettes de nos étudiants. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet épisode. Quel est votre constat, quoi ? Avant de faire un constat, déjà, l'origine du projet, finalement, il vient pas de moi. C'est au départ de mon prédécesseur et entre deux, la Confédération finalement signe les accords de Paris en 2017 et puis quelque part elle s'impose à elle-même de devoir balayer devant sa porte, c'est-à-dire réduction du taux de CO2 de plus de 30%, de plus de 50% à l'horizon 2030 et puis de 80% à l'horizon 2050. Finalement, à la signature de cette charte sur laquelle elle s'engage, découle tout un tas de mesures qu'il va falloir mettre en place dans ces départements, puis aussi pour les États. Naturellement que dans un plan climat, il y a aussi toute la restauration. Et la restauration de l'EPFL est automatiquement impactée par ce plan climat. Oui, parce qu'on rappelle, l'EPFL, donc les collaborateurs et les étudiants, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est 17 000 personnes par jour sur le campus, hors Covid. Donc on va dire autant de plats à devoir préparer. Alors c'est 12 000 repas jour à peu près. C'est pas un impact nul, quoi. C'est pas genre je suis dans mon petit studio, mon petit appartement, puis je fais faire la nourriture pour moi et puis quelque part je fais mon impact comme je peux. Si on met des réformes qui vont dans le bon sens à coup de 10 000 ou 12 000 repas à jour, ça pèse, quoi. Ça pèse énormément puisque en 2018, la durabilité à l'EPFL avait fait une analyse seulement sur 4 restaurants, donc de tout ce qui était consommé dans ces restaurants en termes de produits frais, chauds, etc. Et puis au terme de l'analyse avec Quantis, il s'était aperçu que 21% de l'impact CO2 de l'école était dû à ces 4 restaurants. Donc c'était juste énorme, ça a bouleversé un petit peu la donne et puis la direction de l'école s'est positionnée en disant mais finalement il va falloir vraiment qu'on travaille sur les éléments et puis qu'on mette en place une vraie stratégie et la personne qu'on va engager pour mettre en place cette stratégie, elle devra aussi pouvoir parler avec ses restaurateurs, avoir le même langage, c'est-à-dire parler un langage de cuisine, d'hôtellerie, de service, avoir ce background management, finance, achat pour pouvoir permettre justement de comprendre toutes les étapes avant que ça arrive sur une assiette. J'arrive en 2019, en avril 2019, je fais l'analyse déjà de tout ce qui se consomme, tout ce qui se mange, je rencontre les étudiants, associations d'étudiants, différents doyens, tous les gens que je peux rencontrer. Puis je fais un constat, c'est qu'au niveau nutritionnel déjà, on n'est pas dans les clous. C'est pas très intéressant de manger ce qu'on mange sur le PFL. Nutritionnel, donc on parle pas de l'aliment en tant que tel, mais de ce qu'il y a à l'intérieur en termes de nombre de vitamines, on parle d'équilibre minéraux, voilà, d'équilibre alimentaire. On parle d'équilibre alimentaire. Donc dans quel sens c'est pas, vu qu'on fait une toute petite incise là-dessus, dans quel sens c'est pas intéressant d'un point de vue nutritionnel, par rapport à votre expertise, voilà. On trouve dans les plats du gras, du sel et du sucre, et puis pas d'équilibre alimentaire. Et c'est dommage parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? On voit des étudiants qui grignotent à partir de 14h. Quand ils ont fini de manger, ils ont déjà faim. Et puis, pour un travail de l'après-midi où c'est clair, typiquement nos étudiants ils travaillent plus avec leur tête qu'avec leurs bras. Automatiquement, il y a besoin il y a des dépendances au sucre qui se font après. Et puis ça, justement, c'était un des points sur lesquels il fallait travailler. On a fait faire une analyse nutritionnelle par une entreprise qui s'appelle Nutrimenu. Et puis, le rapport était assez cinglant, puisque sur les 34 points de vente qu'on a à l'école, il y en avait un où on pouvait manger équilibré. Donc ça tendait à être 1 sur 34. Donc c'était assez alarmant. On n'a pas publié ce rapport, mais notre direction l'a vu et puis ça a renforcé le fait qu'il fallait vraiment travailler sur une stratégie. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui nous ont rejoints puisque on monitore tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a mis en place toute cette stratégie. On a mis plusieurs mois pour écrire toute cette stratégie de 2030 qui reprend des achats jusqu'au fluide. Donc on a diverses entreprises avec lesquelles on travaille. Donc il y a Belong avec laquelle on travaille qui analyse chaque mois chaque facture de chaque fournisseur, de chaque restaurateur. Donc je rappelle le premier épisode de la série justement où on avait interviewé Charlotte Delabaume qui nous parlait justement de l'activité de Belong et qu'est-ce qu'il faisait d'un point de vue alimentaire. Donc c'est bien, ça renvoie au début de la série. Et donc après on a Kitro qui est une poubelle intelligente. Donc c'est une poubelle qui est posée sur une balance avec au-dessus une caméra et tout ce que vous mettez à la poubelle est flashé automatiquement. Derrière ça vous renvoie de l'information sur quel type de déchets vous avez mis à la poubelle,
pour combien de fois vous en avez mis à la poubelle, pour combien de temps de cuisinier est passé à la poubelle, etc., etc. Puis derrière, vous avez encore deux autres entreprises donc, qui sont NutriMenu. On a mis un outil spécifique qui est NutriMenu, donc qui nous a permis de faire l'analyse de toute la partie nutritionnelle dans un premier temps à la disposition des chefs de cuisine. Et puis aujourd'hui, ils rendent tout leur menu sur l'outil NutriMenu, ce qui nous permet d'avoir un suivi nutritionnel, puis deux, une assurance que les étudiants aient mangé en suffisance pour pouvoir assumer leurs travaux jusqu'au prochain repas. Et puis il y en a un dernier qui s'appelle Quantis. Quantis a deux casquettes aujourd'hui. Ils ont donc la casquette du j'analyse tous les fluides et donc l'impact CO2 au niveau des restaurants, c'est-à-dire qu'on a posé un peu plus de 400 compteurs dans toutes les cuisines et tous les restaurants de l'école, ce qui nous permet à nous d'avoir un impact CO2 au niveau des fluides, eau, gaz, électricité, tout ce que vous voulez. Et Quantis vient encore par-dessus agréer tous les chiffres de toutes ces entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je travaillais qu'avec Belong, finalement, j'aurais que l'impact CO2 de nos achats. Si je travaillais qu'avec Kitro, j'aurais que l'impact CO2 de nos déchets. Des déchets, voilà. Nutrition, j'aurais que l'impact CO2 de ce qu'on met dans l'assiette. Finalement, au final, qu'est-ce qu'on met dans une assiette, ça a un impact. Et donc, il vous faut aussi des informations sur la transformation. Sur la transformation. Et puis, finalement, si on analysait que les fluides, on n'aurait que les fluides. Qui parle la même langue aujourd'hui que toutes ces entités ? C'est Quantis. Quantis est capable de justement agréger tous les chiffres de chacun parce qu'ils parlent la même langue. Donc, on a engagé toutes ces entreprises. Et aujourd'hui, 1 an et demi, presque 2 ans après avoir commencé ce programme, on a la vraie empreinte carbone de l'école, ici à l'EPFL, de ce qu'on est, nous, en termes de CO2. Qu'est-ce qu'on brûle comme CO2 dans notre restauration ? Attention, cette empreinte carbone, elle a été prise pendant une période de Covid, donc on a forecasté nos chiffres sur 2019, avec des chiffres 2020. Mais on sait qu'aujourd'hui, en 2021, là où on en est, elle est très juste, on est mauvais. On doit dire on est mauvais, mais on sait qu'on est mauvais. Et puis... C'est déjà la première étape, c'est qu'on reconnaît qu'on est mauvais. Et donc, on n'a pas le choix de le reconnaître qu'on est mauvais. Je veux dire, il n'y a pas un pays au monde finalement qui peut vous dire moi je suis bon ou je suis très bon et puis je peux déjà arrêter ce que je fais. Voilà, mais au moins on le sait. Et donc du coup, tant qu'on n'a pas posé le bon diagnostic, on ne peut pas avoir des solutions qui sont adaptées. Exactement. C'est pour ça on a mis donc les 30 premières mesures en place, donc où on n'a plus d'huile de palme, on a privilégié que les viandes suisses, on a reposé des calendriers de saison parce que vous verrez plus d'asperges en plein mois de janvier chez nous, vous verrez pas d'abricots en plein mois de février, etc. et des fraises en nous disant que c'est le début de la saison. Il y a 30 mesures qui ont été mises en place comme ça. On a travaillé ici beaucoup sur le côté vegan, ovo-lacto-végétarien, végétarien, où quand je suis arrivé, j'ai fait un constat. Si j'avais été ovo-lacto-végétarien ou végétarien au moment où si j'avais été étudiant ici, j'avais trouvé ça vraiment ennuyant au niveau de la restauration. Puisque, qu'est-ce qu'on m'avait proposé ? On m'avait, quand j'ai demandé un plat végétarien, on m'a poussé la viande, on m'a donné les garnitures. J'ai pas trouvé ça super sexy. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce que la cuisine végétarienne, c'est une cuisine très intéressante. Dans certains pays, on ne mange pas autrement et ça n'a jamais tué personne. Mais je me suis dit, il va falloir faire un effort, dans notre restauration pour pouvoir driller les gens, c'est-à-dire leur mettre à disposition des formations avec des gens qui sont spécialisés comme ça. Et c'est pour ça qu'on a fait un 5e partenariat avec Hiltl. Donc Hiltl, c'est un des plus vieux restaurants végétariens au monde. Je dirais, ils ont 120 ans d'histoire, ils sont basés à Zurich. Et chez Hiltl, il y a une Hiltl Academy que j'avais utilisée dans le passé chez un de mes anciens employeurs, où, si vous voulez, on a ramené Hiltl ici et on leur demandé justement sur un cahier de formation de former les chefs de cuisine de ces différents partenaires qu'on a, nos différents restaurateurs, à une cuisine végétarienne qui est logique, saine, locale, fraîche, avec des influences du monde, pour pouvoir revoir ça dans les assiettes de nos étudiants. Pour qu'on puisse aussi expliquer aux gens que la cuisine végétarienne, c'est bon pour la santé, puis c'est bon pour notre monde, c'est bon pour l'écologie. Pas uniquement bon pour diminuer du CO2. Si on revient à l'aspect de la restauration collective, donc sur une plateforme ou un campus comme celui de l'EPFL, quels sont les principaux enjeux de la restauration collective liés à la durabilité ? Et je parle d'un point de vue global parce que vous avez dit que vous étiez mauvais. Donc il y a l'aspect CO2 évidemment, mais il n'y a pas que ça dans l'environnement. Il y a 9 critères très importants. Quels sont les principaux points qui posent problème et quelles sont les solutions que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place pour y répondre ? Donc aujourd'hui, les principaux points où il fallait travailler, c'est sur l'équilibre alimentaire, et ça on y a déjà répondu avec justement en mettant en place vraiment une trame qui permette aux étudiants et au staff, à tous les gens qui mangent sur le campus, d'avoir vraiment un équilibre qui leur permet de pouvoir être en bonne symbiose l'après-midi pour pouvoir continuer à travailler. Et puis l'idée, c'est bien sûr que les enjeux, c'est la santé et c'est le CO2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
de la façon qu'on a consommé les 40-50 dernières années, il faut pas se leurrer. On peut pas continuer à consommer de cette façon-là. On a vécu dans le luxe. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est une certitude aujourd'hui. Moi, je suis pas un spécialiste, bien sûr, de la durabilité, mais plutôt de la partie cuisine. Et ça, c'est vraiment ma partie à moi. Mais c'est clair que de la façon qu'on a consommé les 40-50 dernières années, on ne pourra pas continuer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, les enjeux, ils sont là. Finalement, c'est de revenir à des choses qui sont normales. Comme je vous disais, on a recréé des calendriers de saison pour nos restaurateurs parce que on pouvait pas laisser des restaurateurs nous vendre des fraises en plein mois de février en nous disant que c'était la saison. Finalement, les enjeux sont là. C'est de revenir finalement à ce qui était normal. Exactement, parce qu'on a déjà discuté dans l'épisode notamment avec Bilong, où on parlait justement de la saisonnalité, qui était un critère important dans l'éco-score d'un aliment. Et justement, la saisonnalité, c'est quelque chose, on redécouvre l'eau chaude. Mais parce que pendant des millénaires, on a fait comme ça, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et là, on a fait 50 ans ou 100 ans de genre, on fait des cultures sous serre, on chauffe, on importe de je sais pas où dans le monde, on peut avoir n'importe quel fruit, n'importe quel légume, n'importe quel produit à n'importe quelle saison. Et en fait, le coût environnemental, non seulement il est pas nul, mais il est abyssal. Enfin, faut se rendre compte. Aujourd'hui, il va falloir expliquer aux gens, et c'est ce qui se passe actuellement, où je pense que nos pouvoirs politiques, ils ont un grand travail justement là aussi à donner, c'est de réexpliquer aux gens que la façon qu'ils ont vécu, ils ont pu consommer les 40-50 dernières années, ça n'est plus possible. On a surconsommé, d'ailleurs vous voyez que 44% de ce qu'on produit par année à travers le monde est jeté à la poubelle, et c'est pas spécialement que dans les grands magasins, c'est aussi principalement chez monsieur et madame tout le monde. Il y a 30% de la nourriture qui est produite, qui est jetée, qui n'est pas consommée. Ouais, exactement. En Occident, donc c'est une calorie sur 3. Donc ça absurde, représente quoi. quand même 44. Si vous prenez vous mettez devant un champ, vous prenez 44% de ce champ, puis vous le mettez déjà à la poubelle avant qu'il arrive dans vos assiettes. C'est quand même juste hallucinant. Aujourd'hui, c'est clair, les enjeux, ils sont là. Hein. Ils sont de faire recomprendre, pas aux générations qui arrivent, parce qu'elles sont beaucoup plus au clair et beaucoup plus au fait avec ça, puisqu'elles vont devoir vivre avec nos problèmes. Finalement, on va leur redonner nos problèmes, mais plutôt aux générations, ma génération, de leur dire attention, la façon, encore une fois, que vous avez pu vivre et consommer, il va falloir revoir une partie de ça, puisque vous n'arriverait pas à continuer à pouvoir avoir tous les produits que vous avez eu à votre disposition. Il y a eu une espèce de folie où on a pu croire et puis qu'on pouvait faire venir n'importe quoi du bout du monde à n'importe quelle saison. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut revenir à des valeurs, à des choses qui sont normales d'être mangées. Moi, j'ai pas eu de cerises en plein mois de décembre ni de fraises en plein mois de février quand j'étais enfant. Ça ne m'a jamais manqué, bien au contraire. Et aujourd'hui, on les apprécie plus quand c'est la saison. Bien sûr, parce que ça, quand on a quelque chose toute l'année, tant qu'on veut, quel que soit le coût écologique. Finalement, vous avez plus le plaisir. Quand on est au marché et quand on découvre, on dit il y a de nouveau par exemple, on est au plein mois de juin, il y a de nouveau des fraises sur les étals. C'est de nouveau la saison des cerises. C'est la saison des asperges comme ça. Je dis ça fait 8 mois, 9 mois que j'en ai pas mangé. Je me réjouis. Il y a cet aspect plaisir de la nourriture qui revient automatiquement. Je dis quel goût ça avait. Ah ouais. Et puis en plus celles du marché, elles sont bio, machin, je les connais. C'est un circuit court, c'est tellement meilleur. Donc il y a aussi cet aspect genre on se prive pas de quelque chose, mais on s'ajoute un petit bonheur gratuit dans la vie. Donc c'est ça qu'il faut pas faire passer comme message, quoi. Je compare ça un petit peu à Noël. Hein. C'est un moment de l'année qu'on attend en famille pour pouvoir se réunir. On se réjouit parce que c'est un moment festif. On devrait tous se réunir autour d'un moment festif saisonnier comme la fraise, comme la framboise, comme les asperges, les poireaux, les rutabagas, des choses comme ça où on se dit enfin je vais pouvoir retrouver ces produits-là. Tiens, on va retrouver du chou. Tiens, on va retrouver de la carotte. Tiens, on va retrouver de l'asperge, etc. Et là, c'est ce qu'on a perdu. Hein. C'est-à-dire qu'on en mange toute l'année, que ce soit frais, congelé, surgelé, en conserve, tout ce que vous voulez. Puis on a perdu ce moment de plaisir justement. Et les enjeux ils sont là finalement, c'est de redire aux gens, vous avez perdu un petit peu la raison au niveau de ce que vous consommiez. Aujourd'hui, vous allez devoir revenir à des choses qui sont justes et correctes. Et c'est là où c'est pas évident parce que vous êtes l'élément qui va devoir réexpliquer à des gens qui n'ont pas vécu de cette façon-là, qui sont pas nés sous des égides comme ça, de consommer comme ils ont consommé il y a 50 ans en arrière ou 40 ans en arrière. Et c'est là, l'enjeu il est là. Il va falloir revenir sur des raisons et il va falloir consommer local, frais, sain, durable pour pouvoir aller dans les années futures. Et puis au-delà de la question de l'obligation, ça c'est un peu le positionnement de chacun, il y a aussi ce qui est souhaitable, et comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on a vu, on reprend l'exemple de nouveau du coronavirus, quoi qu'on en pense, il y a eu pendant
des moments des fermetures de frontières, des problèmes d'approvisionnement. Et si on retrouve justement cette habitude de consommer du local, de favoriser les circuits courts, d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus basée sur la saisonnalité et le respect de l'environnement, on est beaucoup moins sujet à ce type de problème en disant mince, toute notre alimentation dépend de ce qu'on importe, et si on peut plus importer, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas trouver. Alors que si on a déjà augmenté en partie, parce que c'est pas étape par étape, ça se fait, vous savez très bien comment ça se construit, année par année, mois par mois, voilà, on fait progresser les choses. Si on améliore la résilience de ce point de vue-là, on peut dire on va tanguer un peu, mais ça va tenir. Alors que là, on a vu, il y a un système de on a plus de médicaments, ils viennent de Chine, la Chine est fermée, comment on va faire? Voilà, et on se retrouve bloqué. C'est un aspect de la durabilité, c'est cet aspect résilience et de dire ce qui est souhaitable, au-delà de la question de dire le climat, pas le climat, voilà. Finalement, ce que vous allez mettre dans votre estomac, c'est l'essence, c'est votre essence humaine. Donc c'est clair que si vous mettez des mauvais produits ou des produits qui sont hors saison, à un moment donné, vous allez tomber malade, vous ne serez pas en forme, vous ne serez pas efficace dans votre journée, et ça, c'est une logique pure. Et aujourd'hui, là, encore une fois, pour revenir à votre question, ils sont là les enjeux, c'est de réexpliquer aux gens, voilà, de la façon que vous avez vécu il y a X décennies, il faut revenir à l'essentiel, et ça, c'est l'essentiel. Et puis, mettre ça en place, remettre ça en place dans des villes que c'est vrai comme le PFL, il y a 17 000 personnes aussi aujourd'hui, il faut communiquer, il faut convaincre, il faut discuter avec les gens. C'est pas évident parce que quand vous mettez plus de plats végétariens, quand vous faites le 50% végétarien, 50% produits à base de protéines animales, voilà, il y a... Ce qui est assez équilibré en fait. Finalement, on équilibre, on donne le choix, puis si vous allez un petit peu... Vous n'êtes pas passé de 100% ou pratiquement 100% protéines animales à 0% protéines végétariennes. On incite les gens à venir manger végétarien et à goûter cette cuisine végétarienne qui est bonne finalement et puis qui est équilibrée. Finalement, je pourrais vous dire... À qui le dites-vous Finalement, vous pourriez vous en fiche complètement de tout l'aspect, dépenses CO2, etc. Mais de votre aspect santé, vous n'allez pas me dire, moi, ma santé, peu importe, si je meurs à 45 ans avec des cancers de partout, parce que j'aurais mal mangé, je m'en fiche. Non, chacun va dire, moi, ma santé, c'est important parce que finalement, c'est ce qui va me permettre de vivre dans un bon élément ou pas. Puis après, vous pourriez être quelqu'un qui dit finalement, moi, ton histoire d'écologie, j'y crois pas. Puis je vais continuer à rouler avec mon V12 américain parce que ça me va comme ça. Mais c'est un élément sur lequel vous pouvez appuyer, c'est vraiment l'aspect santé parce que finalement, les gens vont pas s'en ficher de leur santé. Puis l'aspect plaisir, parce que moi, je peux vous dire, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui, parmi les petits plaisirs de la vie, adore manger. Et pourtant, ça fait 5 ans que je suis végétarien et j'ai énormément de plaisir avec cette nourriture. C'est pas quelque chose qui me manque, qui me prive. Notamment, vous parlez de certains continents ou certaines régions du monde qui sont, on va dire, plus en avance ou qui sont, on va dire, traditionnellement très développées au niveau de la cuisine végétarienne. Je pense notamment à l'Asie. Voilà, et la cuisine asiatique, avec des produits de la région, c'est possible et c'est très bon. C'est très bon. Je m'adresse aux cuisiniers, donc voilà. C'est très bon et puis c'est souvent, bien sûr, très équilibré. Il y a beaucoup d'épices. Quand je parle d'épices, je pense pas à quelque chose qui est fort, mais je pense à des currys. Et puis aujourd'hui, c'est souvent plus goûteux de manger végétarien que certains plats dans certains restaurants qui sont à base de viande. Alors moi aussi, je mange de la viande et je la dénigre pas, mais je dis voilà, si on fait le constat de ce qu'on a besoin d'en manger par année, c'est ridicule parce que finalement, on n'aurait pas besoin de manger autant de protéines animales, de loin pas. Mais dans l'historique de nos repas, si on avait bien mangé, c'est qu'il y avait de la viande à table. Et puis ça, pour enlever ça de la tête des gens, ça va prendre encore bien des décennies pour que les gens se rendent compte que finalement, si vous voulez être en bonne santé, il ne faut pas vous gaver de viande, bien au contraire. D'en avoir de la protéine animale un petit peu, c'est normal, mais d'en manger autant qu'on en mange aujourd'hui, ça a un impact sur notre climat, puis 2, sur notre santé. Sur cette question de la viande, sur la restauration collective, parce que la restauration collective, vous avez dit au niveau du volume, ça en consomme énormément. Vous servez des milliers de repas par jour, et je parle de l'EPFL, mais je parle de tous les types de restauration collective qui en Suisse, vous avez dit, il y a 500 millions de... 500 millions de repas dans la restauration de collectivité en Suisse. Donc 500 millions de repas annuels en Suisse, donc imaginons qu'il y en a une bonne partie qui soit avec des protéines animales dedans. Disons qu'il peut y avoir un vrai appel qui est fait par ce secteur de la restauration collective, parce que la consommation individuelle c'est bien, mais la restauration collective a quand même cet aspect volume qui peut faire changer les mentalités au niveau surtout de la production et des marchés. Il y a un appel qui est fait, et si on dit nous on veut toujours de la protéine animale mais en moins grand volume avec une meilleure qualité ou une provenance assurée et locale, peut-être qu'après au niveau des producteurs, des milieux économiques, des milieux politiques, ça peut changer les choses, quoi. Mais vous le voyez déjà, je veux dire, avec le travail qu'on a donné à l'EPFL et puis d'autres grands restaurateurs, petits restaurateurs, gros
Group, qui vous voulez. Ils ont fait ce travail déjà depuis des années. Alors ça, c'est moins parce que automatiquement, ils sont moins mis en avant que certains grands restaurants ou grands chefs. Mais en préambule, je vous disais que cette restauration de collectivité, elle était toujours en avant. Pourquoi ? Parce que finalement, elle a toujours les mêmes clients devant elle tous les jours et puis elle doit se renouveler, elle doit se réinventer constamment. Et puis si vous regardez bien, dans l'origine de cette restauration de collectivité, il y a plus de 25 ans que la restauration de collectivité a mis déjà des plats végétariens, véganes, ovo-lacto-végétariens à disposition de ses clients. C'est arrivé beaucoup plus tard dans un restaurant traditionnel à la carte ou autre. Aujourd'hui, cette restauration de collectivité, elle a fait le pas. C'est elle qui a donné le là. On regarde aujourd'hui, on regarde ce qu'on fait aujourd'hui à l'EPFL. On a été très très sollicité par beaucoup d'entreprises, de grandes écoles pour savoir qu'est-ce que c'était que notre stratégie 2030, comment on la mettait en place, comment on a mis ces partenariats en place avec nos restaurateurs. Et elle a inspiré beaucoup de monde, dont la HES, SO Valais-Valis, qui nous a rejoints, qui nous a offert l'opportunité de diriger et de piloter pour les 5 prochaines années sa restauration. Et donc, on installe la même stratégie de restauration à l'EPFL qu'à la HESSO Valais-Valis. Et en plus, on rappelle le Valais, grand producteur de denrées alimentaires. Dans chaque canton où nous sommes positionnés actuellement, il y a une valeur régionale qui est très importante, sur laquelle on travaille avec nos partenaires de la restauration, où il vient s'ajouter encore des produits régionaux qui sont typiquement comme l'asperge en Valais, comme le poireau dans le canton de Vaud, et puis d'autres encore produits là où on a différentes antennes. Le PFL est positionné dans le canton de Genève, Fribourg, Neuchâtel. Et puis le Valais, elle a cette grande ramification avec la HES qui finalement nous a remis les clés de sa restauration pour qu'on y mette cette empreinte stratégie 2030. Ouais, vous avez déjà commencé à en parler, mais cette stratégie 2030, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez la détailler relativement rapidement ? Je sais que détailler rapidement, c'est un peu un oxymore, mais est-ce que vous pouvez juste dire qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie 2030, vu qu'on a fait le constat, on a parlé des solutions qui avaient commencé à être mises en place et ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Et voilà, si vous voulez en dire quelques mots. La stratégie 2030 de la restauration de l'EPFL, finalement, c'est un 360. On est parti de la base nutritionnelle, finalement, on fait un constat nutritionnel. Ça, c'est la première base, jusqu'à ce qui tombe dans votre assiette. Finalement, même plus loin que ça, jusqu'à ce qui tombe dans vos poubelles, dans nos poubelles. Finalement, c'est un 360 qui reprend tous les enjeux qu'il y a autour de 2017, donc des accords de Paris qui ont été signés par la Confédération, qu'on a intégrés dans notre stratégie. Et puis, la stratégie 2030, finalement, elle englobe déjà 30 mesures qui permettent de percer, le CO2, notre impact CO2, augmenter la valeur nutritionnelle, et puis qui nous permet de pouvoir justement, d'année en année, encore être plus performants dans nos assiettes et dans notre côté client. Donc, donner quelques exemples de ces fameuses 30 mesures. Donc, on a déjà commencé à en donner quelques-unes. L'augmentation de l'offre végétarienne, végane ou ovo-lacto-végétarienne. Mais quelles sont d'autres mesures ? Peut-être des mesures qui sont un peu moins évidentes ou moins connues, mais qui sont tout aussi importantes. Alors, comme je vous disais, on a revu tous les calendriers de saison pour tout ce qu'on mange à l'école, et puis ils seront encore plus, je dirais, drastiques un petit peu plus dans le futur, parce que là, aujourd'hui, on a sélectionné 40 produits de grande consommation où on veut absolument plus voir hors saison. On n'a plus de produits à base d'huile de palme. Donc, il y a une liste rouge hors saison. Alors, il y a des listes rouges de produits qu'on verra plus hors saison. On n'a plus de produits à base d'huile de palme, on n'a plus de produits à base de monosodique, on a enlevé les viandes qui venaient de l'étranger, on a sélectionné certains types de poissons, etc. etc. Ces 30 mesures, c'est vrai que c'est pas évident pour un restaurateur de dire « Ok, je vais devoir faire un pas de géant en arrière », alors que depuis des années, on m'a demandé tous ces produits-là dans l'assiette. Et puis aujourd'hui, les clients du jour, ils me disent « Tu dois revenir à ce que tu faisais il y a 30 ou 40 ans en arrière ». Donc on est en train de leur dire « Faites machine arrière parce que ce qu'on vous a demandé depuis 30 dernières années, c'est entièrement faux, puis on peut plus aller dans ce sens-là. » Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous parlez d'un retour en arrière, mais on parle bien, qu'on soit bien d'accord aussi pour les auditeurs, on parle d'un retour en arrière d'un point de vue du type de consommation au niveau de l'impact écologique et du niveau de consommation au niveau aussi des produits locaux et de la saison. On ne fait pas un retour en arrière aussi d'un point de vue technologique et nutritionnel, parce que là, il y a eu... On va profiter justement de toute l'évolution technique, de la connaissance, des expériences ratées ou heureuses qu'on a eues, d'amélioration de la production, de l'efficacité qu'on a obtenue durant justement ces 50 dernières années. Exactement. Donc c'est pas un retour, on parle bien d'un retour en arrière au niveau de l'empreinte carbone, pas du reste. Au niveau de la consommation des produits, c'est vraiment au niveau de la consommation de nos produits. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon sens de manger de la fraise en plein mois de février. Dans cette stratégie aussi, bien sûr, il y a des axes de durabilité qui sont autres, comme la vaisselle, on a arrêté
arrêté toutes les vaisselles jetables qui sont à l'école. Aujourd'hui, on est passé uniquement avec Recircle. On travaille avec du matériel qu'on a mis à disposition de nos restaurateurs qui est vraiment moins mangeur d'énergie. C'est vraiment une globalité sur l'ensemble de cette stratégie. Ces 30 points vont encore évoluer parce que certains sont déjà en place. On les contrôle, on les monitore. C'est pas du flicage finalement. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec nos restaurateurs. On leur met des outils de monitorage à disposition. Nous, ça nous permet de calculer aussi notre impact CO2 et la valeur nutritionnelle ce qu'on met dans les assiettes. Puis c'est clair qu'aujourd'hui, grâce à ça, nos restaurateurs peuvent aussi évoluer avec tous ces outils qui sont finalement des outils qui sont à la pointe. On voit des poubelles aujourd'hui avec des caméras au-dessus. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça. Au tout début, j'ai commencé à travailler dans mes cuisines parce qu'on jetait énormément de choses, finalement sans savoir que ça pouvait avoir un impact sur l'environnement et la santé des gens, etc. Tous ces outils-là font qu'on va vers la technologie. On utilise aussi les laboratoires de l'école pour faire avancer les différentes technologies. Je pense à notre poubelle Kitro où il y a des partenariats qui sont créés avec différents laboratoires de l'école. Il y a aussi la partie nutritionnelle avec Christian Schwab qui vous en parlera dans quelques semaines. Vous avez pris un tout petit peu d'avance. Vous faites un teasing. Vous faites un teasing du prochain épisode. Un petit teasing. Donc tout ça fait que finalement on sert de la technologie actuelle pour améliorer ce qu'on met dans nos assiettes et puis aussi réduire de nouveau cet impact CO2 et puis améliorer notre quotidien. On a privilégié aussi tous les produits suisses à l'intérieur de nos assiettes, donc IP Suisse, Suisse Garantie, le côté bio aussi, où on a fait un calcul de ce qu'on pouvait mettre en termes de pourcentage de produits bio dans nos assiettes. On a 6% de produits bio aujourd'hui et ça paraît peu, mais c'est énorme. Sur un restaurant qui ferait 5,5 millions de chiffre d'affaires par année et puis qui aura à peu près 2 millions d'achats, c'est 150 000 francs de cost cuisine en plus juste pour avoir du bio suisse. On a privilégié le bio suisse pour dire que c'est pas qu'on fait pas confiance aux autres certifications, mais on veut privilégier les produits de notre pays et ça c'est important pour nous. Nos saisons, nos régions, nos cantons, puisqu'on travaille pour la Confédération. Nos agriculteurs, notre localité. On a aussi créé nos propres vending machines à l'école. Donc on a créé nos propres vending machines avec Vauplus et puis une entreprise qui s'appelle Dallmayr où on est en train de développer et on a mis déjà sur le marché cette machine où il y a plus de 250 produits qui sont faits uniquement par des producteurs locaux. Donc ça va du snacking à la boisson, aux glaces, etc., etc. On a 5 types de machines. Donc on est en train de s'écarter des vending machines que tout le monde peut-être connaît où on a créé nos propres localomates. C'est des machines qui sont aujourd'hui en place sur notre campus. Et puis donc on sert de la technologie actuelle là aussi pour pouvoir travailler avec des petites entreprises grâce à ces machines qui nous ont mis à disposition l'entreprise Dallmayr et puis Vauplus. C'est un concept qui est né ici à l'école et puis avec lequel on a développé avec Vauplus et puis Dallmayr. Bruno Rossignol, j'ai 2 petites questions. On va aller un tout petit peu sur les chiffres avant de conclure. Première question, vous aviez dit que les 34 points de restauration de l'EPFL représentaient 21% de l'empreinte carbone de l'institution. Avec la stratégie 2030, l'objectif c'est de descendre à combien ? On doit diminuer notre impact CO2. Il y a un objectif qui est chiffré finalement, mais pour avoir vraiment l'empreinte carbone finale de l'école au niveau de sa restauration, il faudra attendre juin 2023. Pourquoi ? Parce que là aujourd'hui on redémarre finalement notre institution après le Covid et puis on a besoin d'analyser encore différemment tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme dans l'école pendant les 2 prochaines années pour être sûr que la façon qu'on analyse, elle est bonne par rapport à celle qu'on a analysée en 2020-2021. Donc 2022-2023, on va analyser notre consommation encore différemment avec d'autres outils, d'autres systèmes pour être sûr que finalement on arrive sur les mêmes bases, les mêmes chiffres. Ce qui nous permettra dans le futur de continuer sur ce cap et de réduire notre impact CO2. Si je vous donne aujourd'hui l'impact CO2 ici à l'école par personne, il est de 6 kg. C'est énorme. Ça paraît peu, mais c'est énorme en termes de CO2. Fois 17 000 quoi. Exactement, par jour. Donc c'est énorme. Et puis aujourd'hui, ça c'est le constat qu'on fait. Il est juste, il est très juste, il est de 6 kg. C'est 100 tonnes par jour. Il est avéré, c'est très juste. Et c'est 6 fois 17 000. Je vous laisse faire le calcul. C'est 100 tonnes par jour. Donc je disais qu'on est mauvais, finalement, c'est pas qu'on est mauvais, mais on n'est pas bon. Mais au moins, on fait le constat qu'on n'est pas bon. Et on peut aujourd'hui travailler sur les éléments. Ces éléments qui vont nous permettre de réduire cette partie-là, sans oublier, bien sûr, la valeur gustative, la valeur nutritionnelle, le plaisir de manger, ça c'était important. Donc de passer de 100 tonnes par jour à... Donc on saura la réponse en 2023, c'est ça ? Alors on saura la réponse en 2023 parce que finalement, il faut vraiment qu'on ait un état des lieux qui soit fini. Dans tout ce que je viens de vous expliquer, finalement, qu'est-ce qu'on a cherché à faire ? C'était un état des lieux. On nous dit, et ça c'est la feuille de route qui le dit, vous avez 2 objectifs. C'est d'augmenter la valeur nutritionnelle de ce qu'on mange, d'accord, avec tous les produits locaux, les saisons, etc. Puis 2, de réduire votre impact CO2. Mais pour faire ça, il faut qu'on puisse faire un constat. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette dernière année et demie, malgré le Covid. On a continué à travailler sur cette stratégie, on l'a implémentée avec le temps de travail qu'on a eu et on l'a mis en place. Et puis aujourd'hui, on fait un vrai constat. Pour être sûr que ce constat, il est juste, on a gardé de la flexibilité, du mou, pour pouvoir calculer encore différemment pendant les
prochains 18 mois. C'est ce qui va nous permettre en 2023 de dire et d'être sûr et certain, voilà, on a la bonne méthode, on a les bons chiffres. Aujourd'hui, techniquement, on sait qu'on est bon et puis on va pouvoir aller de l'avant. D'après certains professionnels, je veux dire qui sont vraiment des experts de la durabilité dans le monde, on serait les seuls à l'EPFL à avoir démarré un tel programme. Il n'y a pas d'autre entité au monde qui aurait démarré un tel travail de fond. Donc la Suisse en pionnière, une fois encore, sur une thématique. C'est une bonne nouvelle et surtout c'est une affaire à suivre, puisque programme 2030, c'est une affaire à suivre. La petite question surprise que je fais toujours, elle n'est pas si piège que ça. C'est la question du budget, parce qu'effectivement, vous avez déjà commencé à l'évoquer, quand on prend du bio suisse, ça coûte plus cher que du produit conventionnel. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la qualité environnementale, la qualité nutritionnelle, le plaisir gustatif, tout ce qu'on a évoqué de la nourriture, sans pour autant faire péter le budget? C'est une bonne question. Et puis, on se l'est posé directement. C'est clair que la restauration de collectivité, c'est une restauration de gros volume et de petite marge. Donc, automatiquement, il a fallu travailler sur l'aspect économique. L'aspect économique, il nous disait quoi au départ? C'est que, on était une des écoles la plus chère au niveau des menus de nos étudiants. Qu'on a retravaillé sur l'aspect économique. On a créé un menu à 8 francs au lieu de 8,90. Et c'est important, 90 centimes pour un étudiant. C'est important. Aujourd'hui, on a des étudiants qui me disent qu'ils ont 40 francs par semaine pour manger. Donc, c'est ce qui est vraiment très peu en Suisse, qui viennent de l'étranger. Et puis, ils ont 40 francs pour manger, donc je vous laisse imaginer. Donc, pour eux, on a créé aussi des menus entre 5,50 et 7,50 avec un plat unique. On a travaillé sur un menu à 3 avec 3 composantes à 8 francs. Puis, on a travaillé sur un menu aussi à 9 francs avec une entrée, un plat, un dessert pour les étudiants. Comment on a pu faire ça? Finalement, si vous prenez une assiette, vous la découpez en plusieurs petits camemberts. Et puis, avant, qu'est-ce qu'on demandait à nos partenaires? On leur demandait d'investir dans le matériel, dans l'entretien du matériel, dans la formation des gens, dans tous ces aspects finalement qui mangent des camemberts qui sont dans votre assiette. Finalement, si vous regardiez bien, 40% de 8 francs ou 10 francs, c'est ce qui restait au chef de cuisine pour mettre de l'aliment, des produits dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on a fait à l'EPFL? Vous avez redistribué les camemberts. On a redistribué les camemberts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté tout le matériel de tous les restaurateurs de l'école. On a mis plusieurs millions sur la table. Et c'est un espèce d'investissement c'est un investissement que l'EPFL fait pour ses étudiants pour améliorer les conditions et la qualité nutritionnelle de ce qu'ils mangent, des repas. Et puis, on rachète tout le matériel. On inventorise ce matériel, on entretient tout ce matériel, et puis tout ce matériel, tout ce qu'on a mis finalement dans les poches, qu'on a repris dans les poches de l'EPFL, fait X% en plus dans votre assiette. C'est ce qui vous permet aujourd'hui, c'est ce qui permet à nos partenaires aujourd'hui à l'école de pouvoir utiliser ces X% et les remettre justement dans du bio suisse, dans le l'IP suisse, dans du Suisse Garantie. Si la direction de l'EPFL n'avait pas pris la décision de pouvoir de faire cette partie-là, ça aurait été extrêmement compliqué pour un restaurateur de dire ok, alors je vais te mettre du bio, je vais te mettre de l'IP, je vais te mettre du Suisse Garantie, je vais te mettre que des produits frais, etc., etc. Puisque nos assiettes sont composées à plus de 80% de produits frais. Pour pouvoir faire ça, il a fallu que l'EPFL reprenne à son compte finalement tous ces aspects justement qui coûtaient cher dans l'assiette, parce que un restaurateur finalement, lui, il vous dit moi, X% de votre assiette, c'est déjà le personnel à payer, c'est déjà l'entretien du matériel, c'est les amortissements du matériel, etc., etc. Puis tout ça, ça vient s'intégrer dans une assiette. Finalement, c'est ce que vous ne mettez pas en termes de produits. L'EPFL reprend tout ça et finalement fait en sorte que ses étudiants, son staff, ses gens puissent manger avec des produits locaux, frais, sains et durables. Voilà comment on a pu réaliser ça économiquement. Sans ça, sans la décision, je remercie toute notre direction, les vice-présidents, la présidence qui ont pris cette décision de faire ça, puisque ça a permis aujourd'hui de pouvoir faire vraiment ce travail de fond et d'aller sur le montage de cette stratégie 2030. Ce qui montre bien que quand on veut faire des choses d'un point de vue environnemental, c'est toujours un partenariat entre différents acteurs et qu'il n'y a pas que des privés qui peuvent faire. L'État ne peut pas tout faire non plus. C'est pas que des questions d'institutions. Là, on parle de l'alimentation ou de l'environnement, mais ça peut se décliner à plein d'autres projets. Absolument, vous pouvez le décliner sur tout un tas de projets. Finalement, quand vous avez l'élément qui va pouvoir réunir finalement toutes ces forces, expliquer les futures étapes et puis détailler vraiment ces futures étapes. Et puis finalement, il doit convaincre aussi, parce que vous devez convaincre du bienfait de ce que vous faites, même si les gens sont déjà convaincus. Ça crée toute cette émulsion. C'est pas simple parce qu'on a réalisé ça en à peine 2 ans finalement, et ces 2 ans ont passé très vite avec le Covid dans les dents. Mais voilà, si vous lâchez pas, les gens aussi croient en ce que vous faites et puis vous mettent à disposition tous ces moyens. Là, encore une fois, je remercie vraiment notre direction qui a vraiment cru, notre président a vraiment
vraiment cru lui aussi en ce projet. D'ailleurs aussi signé une charte avec nous d'engagement pour une cuisine beaucoup plus saine, beaucoup plus locale, beaucoup plus durable. Et je vois pas beaucoup d'institutions qui l'ont fait encore jusqu'à maintenant, pas assez en tous les cas. Quel est l'avenir pour vous? Continuer cette stratégie 2030, ça vous l'a déjà dit, mais au lieu d'évoquer l'avenir, faisons un peu différent. Qu'est-ce que vous souhaitez que cette stratégie 2030 apporte, non seulement très matériellement, on va dire, sur le campus, mais aussi, je ne sais pas, peut-être en tant qu'exemple ou en tant que... quelle est l'espérance qu'il y a derrière ce projet que vous menez, on va dire, à bout de bras, mais avec plein de partenaires parce que vous avez vu, aujourd'hui, vous êtes au centre de cette stratégie 2030, mais quelque part, il y a aussi plein de partenaires autour. Et est-ce que vous espérez pas avec ça, quelque part, comme dit l'expression consacrée, faire des petits? Je ne veux pas dire que je l'espère. Finalement, j'aimerais que ça puisse provoquer des interrogations, des questions sur ce qu'on fait. C'est déjà le cas, je le vois. Et puis, on a été approché par de nombreuses grandes entreprises, des grands groupes auxquels je ne m'attendais pas du tout, de la mode, du luxe. J'ai trouvé assez hallucinant. On n'a jamais fait de publicité pour ce qu'on était en train de faire. Finalement, c'est le bouche à oreille qui nous a vendu à l'extérieur sur ce qu'on était en train de faire. Et puis beaucoup de gens, même des grands groupes que je nommerai pas Orange, sont venus nous voir pour savoir ce qu'on faisait. Qu'est-ce que j'espérais? J'espérais que ça provoque des interrogations, des consciences, que ça réveille un peu les consciences en disant, voilà, si le PFL a pu le faire, finalement, économiquement et puis dans l'assiette, finalement, pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Comment ils l'ont réalisé? Et puis nous, on est en train de créer, au travers de ce que je vous explique là, justement, une fondation. On est en train de réfléchir à créer une fondation qui s'appellerait la Fondation 2030 pour pouvoir aider d'autres entreprises dans le futur à pouvoir mettre en place justement cette stratégie 2030 dans leur restauration. Donc c'est un peu votre souhait pour l'avenir et les années qui viennent, quoi. C'est mon souhait. Alors après, moi, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais j'espère simplement que je souhaiterais que ça crée un peu des émulsions et puis que finalement ça réveille un peu les consciences et puis que pour certains décideurs qui sont autour de nous, qui ont le pouvoir de dire pourquoi eux ils le font et puis pas nous on le ferait pas. Finalement posons les questions, rencontrons ces gens et puis voyons si nous aussi on n'est pas capable de faire quelque chose dans ce sens-là aussi. Bruno Rossignol, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. On vous a déjà commencé à l'évoquer, mais l'invité du dernier épisode, ce sera Christian Schwab, qui va nous parler justement de toutes les innovations techniques, notamment qu'il y a autour de l'alimentation et de qu'est-ce qu'on peut faire, vu qu'on a déjà évoqué de ce qu'il y a dans l'assiette. Maintenant, il faut voir comment ça arrive dans l'assiette et comment on peut répondre aux thématiques et aux questionnements et aux problèmes qu'on a évoqués durant les 3 derniers épisodes. Donc ça va être un peu ça la conclusion de cette série. Je rappelle que si vous êtes intéressé, vous pouvez, en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast, aller voir un peu ce que c'est la stratégie 2030 et en attendant le dernier épisode, je vous dis à bientôt et restez à l'écoute. Ciao.